Alors bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui il ne s'agit pas d'un documentaire mais plutôt d'une interview. Mais comme vous connaissez le concept de la chaîne, vous savez qu'on va s'intéresser au parcours d'un combattant professionnel de MMA. Et quel combattant, puisqu'il n'est âgé que de 21 ans et c'est un phénomène du MMA. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à liker et à nous le faire savoir en commentaire. Également à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Alors, comment introduire cet homme? Il n'est âgé que de 21 ans, comme je l'ai dit, et a remporté 5 fois le championnat de France de pancrassé et est arrivé 3e au championnat du monde de MMA amateur. Il est surnommé le Fauve, alors que comme vous allez le voir dans la vidéo, il est toujours souriant. J'ai nommé Jordan Zebo. Bonjour à toi. Bonjour à toi, Jordan. Alors, première question avant de parler de ton parcours. Tout d'abord, comment vas-tu et comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens bien. Je suis en pleine préparation pour mon prochain combat en septembre. Pour la RS 8. Voilà, pour la RS 8 et ça se passe bien. Là, je suis content d'être là. Ok, merci à toi en tout cas pour ta gentillesse et pour l'interview. Alors j'aurais une première question. Pour revenir à tout ton parcours, je sais que tu es né en Martinique. Oui. Pourrais-tu me raconter ton enfance et comment s'est déroulée là-bas en Martinique? Pour faire court, en Martinique, il fait toujours beau comme on peut le voir. C'est une île dans la Caraïbe. Et j'ai toujours été passionné de sport de combat. Là-bas, j'ai vécu avec mes parents. T'as des frères et sœurs ou... Non, je suis fils unique. T'es fils unique, d'accord. Donc j'avais deux demi-sœurs. Du coup, voilà, j'ai toujours grandi avec mes parents, toujours. J'étais pas trop sur les sorties et tout. Ah, t'étais pas trop sorti. Famille aussi, j'ai pas eu une enfance très avec beaucoup de cousins, cousines et tout. Mais voilà, j'ai toujours été comme je suis en fait, moi-même, naturel, souriant, voilà. Et voilà. Quelle est ta ville de naissance du coup pour je suis né à Chelcher. D'accord, et tu as vécu là-bas ou c'était juste… C'est juste la ville de naissance, donc je suis né à la maternité de Chelcher. Et ensuite j'ai grandi à Fort-de-France. D'accord, c'est la capitale? Ouais. D'accord, ok. Désolé pour le bruit, ça… Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Okay. C'est à Samiri pour ceux qui se demandent, qui est en train de s'entraîner. Il y a la prépa physique à côté. Voilà. Et du coup, tes parents, ils faisaient quoi comme métier si c'est pas trop… Mon père, il était chef de chantier. D'accord. Et ma mère, elle est infirmière. Elle est toujours infirmière du coup? Maintenant à la retraite. D'accord, ça marche. Et est-ce que tu avais des passions, à part les sports de combat, quand tu étais jeune? Donc les passions, c'est beaucoup tout ce qui est en plein air. D'accord. Beaucoup la chasse, la pêche. Ah, tu faisais de la chasse aussi? Plus la pêche. La chasse, j'ai découvert avec d'autres, mais moi-même, je partais avec eux, mais j'étais plus dans la nature. Surtout la pêche, un peu de jardinage. On avait énormément d'arbres fruitiers, de légumes racines chez moi. Donc ça change complètement de Paris maintenant. Ouais, forcément, c'est plus la même. Et il y a du coup tout ce qui est en plein air, la randonnée, le camping. Tu sortais un peu avec tes amis, etc. ou c'était plus la famille, proche avec qui te… Plus des amis que la famille proche. Et les amis, souvent c'était lié au sport de combat. Quand on sortait, même si on s'amusait à la plage, par exemple j'ai eu la chance d'être par exemple au lycée de Bellevue. Et il y avait juste un bus qui nous menait à la plage. Et dès qu'il n'y avait pas cours ou qu'on avait fini ou quoi, on allait à la plage, on se faisait l'entraînement sur le sable, on allait se baigner. Ah, donc tes amis, c'était lié un peu, ils avaient tous cette passion pour les sports de combat? Ouais, souvent, soit les sports de combat, soit le sport en général. Dans ce lycée-là, il y avait beaucoup de personnes qui ont fait différents sports de combat, qui étaient même au pôle d'athlétisme, pôle de judo. Donc il y avait beaucoup de sportifs. Et du coup, c'était facile d'avoir des liens d'amitié avec eux. Ouais, forcément. Du coup, j'avais une question. Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais plus jeune ou par exemple un métier que tu rêvais de faire plus tard? Donc j'ai toujours hésité entre sportif professionnel et tout ce qui est force spéciale et tout. Mais comme il y a Benoît Saint-Denis, je crois, qui était dans les forces spéciales. Voilà, et même, je me suis renseigné, on a essayé de me faire entrer dans l'armée et tout, mais finalement j'ai pas voulu parce que, quoi, c'est trop autoritaire? Je suis plus martial. Dans l'idée martiale, vraiment. C'est pour ça que tu voulais. Ouais, plus sur, voilà. C'est la partie armes et tout,
ça m'a déplu, plus le temps passait, plus je grandissais, plus ça m'a déplu. Moi, c'est vraiment plus la partie pas trop dans la violence, voilà. c'est juste ça. la discipline, etc. C'est ça. D'accord. Donc tu as commencé le karaté Kyokushinkai, je crois, Oui. et le judo à l'âge de 6 ans. Donc le karaté Kyokushinkai, c'est mon père qui en pratiquait et il m'a toujours un peu montré les choses. Donc ton père, il en pratiquait, mais est-ce qu'il t'entraînait du coup il en pratiquait avant, il avait une salle à lui où il l'entraînait et ensuite il a arrêté avant que j'arrive, avant que je naisse. Et du coup il m'a montré différentes choses, c'est pas purement du Kyokushin. Il m'a montré Kyokushin, mais il est même vraiment me mettre déjà dans... C'est lui la première forme de MMA que j'ai appris. D'accord, je vois. Il m'a appris à me défendre, à me battre, mais pour être complet. En général, ouais. En général. Et ensuite, je me suis inscrit en club, et c'était pas du Kyokushin, c'était du karaté et du judo dans le même club. Et les entraînements, c'était quoi? C'était une partie judo et une partie karaté, ou les deux mélangés? Des horaires différents, ouais. Donc je faisais les deux, parce que j'avais envie d'être complet. Ah bah t'as raison, hein, c'est mieux. J'ai une question. Ensuite, tu as commencé la lutte au collège, c'est ça? C'est ça. Et j'ai entendu comme quoi tu avais fait du kickboxing aussi à côté. Ouais. C'était à la même période du coup? À la même période, ouais, c'est ça. Donc j'ai commencé avec des pratiquants de kickboxing. Et de temps en temps, j'allais m'entraîner avec eux lorsqu'ils faisaient les entraînements en plein air ou en salle. Ouais. Voilà, c'est un club. Mais ok, donc un vrai club, donc tu avais une licence chez eux, c'était. Non, j'avais pas de licence. Ouais, c'est juste, comme ça arrive souvent, c'est les clubs, ils s'entraînent en plein air, ils ont des heures à ce moment-là et on me permet de m'entraîner avec eux. Ensuite, je vais à droite, à gauche et voilà. Et pourquoi cette transition? Excuse-moi, tu disais quoi? J'avais pas commencé les combats en kickboxing. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc c'était juste de l'entraînement pour l'instant? Ouais, juste de l'entraînement. Et t'avais quel âge à peu près à cette époque? 12 ans environ. Ouais, voilà, c'est sur toutes mes années de collège. Voilà. D'accord. C'est ça. Et pourquoi cette transition du coup du karaté et du judo à la lutte et le kickboxing? C'était vraiment dans cette optique d'être complet ou En vrai, le MMA, je l'ai découvert, on va dire, en fin primaire. Ah oui, déjà. Quand j'allais, voilà. Parce que tout ce que je cherchais, en fait, dès que je me suis inscrit dans un sport de combat, ou dans un art martial ou n'importe quelle discipline, c'était vraiment d'être complet. Et dès que j'ai découvert le MMA sur YouTube et tout, je me suis dit, je veux faire ça, mais j'avais pas l'âge. Et c'était quoi tes premiers souvenirs avec le MMA? C'était de l'UFC directement? L'UFC, le Pride, j'ai tout découvert en même temps. Mais le Pride, c'est pas ton époque du coup, c'était pas avant? Je suis tombé directement dessus parce qu'après c'était dans les années 2000, peut-être en vrai fin primaire. Ouais. Non, même avant, en vrai, avant 2010, parce que j'avais mon accident en 2010. Ouais. Avant 2010, je connaissais déjà le MMA de vue. D'accord. Donc ouais, j'avais les vieilles images. Tu as toujours été intéressé, ouais. Oui. Ouais. C'est ça, j'ai toujours été intéressé, j'avais pas l'âge. Je me rappelle que au moment où je voulais faire du karaté, où je me suis inscrit pour le karaté et le judo, de base, c'était pas ça que je voulais faire. Parce que je voyais déjà que le karaté, mon père, il m'a fait part de comment c'était. Et il voulait plus que je fasse du kickboxing. Et le kickboxing, il n'avait pas l'âge pour en faire. Les clubs en Martinique, c'était à 13 ans que ça commençait. Ouais, je pense que c'est à peu près pareil. Et du coup, voilà, j'ai fait ce que je pouvais faire. Et dès que j'ai pu faire autre chose, je l'ai fait. Voilà. J'avais entendu comme quoi, c'était Georges Saint-Pierre, c'était un de tes modèles. Mais du coup, lui, il est spécialisé karaté, il a fait de la lutte après. Mais du coup, est-ce que quand tu faisais du karaté, tu avais toujours Georges Saint-Pierre en tête? Image. Ouais, voilà. Donc c'est vrai que ça me rassurait. Et puis, je prenais tout ce qu'il y avait de bon à prendre dans le karaté. Même pendant que je faisais du karaté, je m'entraînais à côté chez moi, comme je pouvais, avec mon père, avec des amis que je connaissais qui font d'autres disciplines. Et comme ça, je n'avais pas un style trop figé. Donc c'est bien que j'ai eu ça. Donc toujours dans cet esprit. Et c'était quoi ton but ultime dans les sports de combat? Atteindre l'UFC ou... Ouais, c'est ça. Et au fur et à mesure, ça s'est vraiment confirmé parce que mon père, il voulait pas trop que je fasse ça. Ma mère non plus. Ah bon? Pourtant, ton père, il était dans les sports de combat. Voilà, c'est ça. Ouais. Il voulait pas que ça devienne professionnel. Je vois. Il voulait que je puisse devenir le mieux possible. Mais professionnel, il le voyait un peu mal avec
peut-être toute l'image qui est associée avec les mafias et tout. Bah, surtout qu'à l'époque, je sais que l'UFC, tu vois, il n'y avait pas de round, il n'y avait pas de gants, il n'y avait pas de catégorie. Il avait ces images-là, ouais. et puis le Pride aussi. Ouais, le Pride, faut s'en souvenir, c'était la mafia japonaise qui l'avait. Ah ouais? Ah ça, tu vois, je ne savais même pas ça. Donc forcément, c'est associé à un côté un peu malsain de la chose. Et puis aussi, quand on s'y connaît pas trop, on voit quelqu'un qui envoie des pénaltys dans la tête et tout. Ouais. Ouais, en plus, il n'y avait pas cette règle, parce que maintenant, il faut savoir qu'à l'UFC, c'est interdit de mettre des pénaltys, comme il a dit, dans la tête. Mais avant au Pride, il n'y avait pas cette règle-là, et on peut voir plusieurs moments au Pride où il y a des mecs qui mettent des pénaltys dans la tête aux gens. Et du coup, je ne sais pas si je t'ai posé la question, mais à l'école, comment étais-tu, pardon? À l'école, j'étais très en avance par rapport aux autres. J'ai toujours été très mature et peut-être même trop réfléchi. Ah bon? Même dans la vie de tous les jours aussi. Je suis quelqu'un d'assez réfléchi, je suis trop à chercher toujours le mieux possible. T'es perfectionniste? Ouais, perfectionniste. Et ça m'a porté préjudice, surtout quand on est avec des très jeunes, des enfants. Du coup, j'étais carrément mis à part. Ah ouais? Et je me suis souvent fait agresser, j'ai eu souvent… Directement à l'école ou... Ouais, directement à l'école ou à côté de l'école. C'est vrai que la Martinique aussi, c'est assez violent aussi comme environnement. C'est pas... Voilà. Et niveau des notes, etc., t'étais quelqu'un de studieux ou... Niveau des notes, quand il y a eu une période, plus au collège. Au collège, ça allait pas bien. Je pense tout le monde, hein. Tout le monde était dans ce cas-là au collège. Au collège, ça allait pas bien du tout. Les mauvaises influences ou je sais pas. Moi, pas trop sur les mauvaises influences, mais je me cherchais beaucoup. J'étais encore dans mon passé c'était la période où j'étais un peu bousculé par tout le monde. Et je me cherchais beaucoup et puis je pensais au sport de combat. Tout le temps, ça trottait dans ma tête que mes parents ne voulaient pas que j'en fasse. Et en vrai, ils ont tout mis en place pour que je puisse avoir les meilleures notes possibles. Ils m'ont même amené des professeurs à domicile. Mais ça n'allait pas. Et soudain, quand ils ont enfin accepté que je fasse du MMA dans le club de MMA en Martinique… Tu étais plus épanoui? Ouais, c'est ça. Directement, sur les notes, ça s'est reflété. Et même les professeurs à domicile, ils ont dit là ça s'arrange beaucoup mieux, vraiment plus. Donc à cette période, tu étais plus t'étais quoi à la base, dans une école publique? Oui, j'étais dans une école publique. Et tes professeurs chez toi, c'est en plus. Ah, en plus, pour essayer de remonter les notes. Ça marche. Et finalement, en vrai, ça a débloqué quelque chose directement. Et cette passion du coup, que tu as eue pour les sports de combat, c'était juste grâce à YouTube et que tu es tombé sur le Pride ou par exemple c'est lié, je sais pas, aux animés parce que je sais qu'il y a des gens… Aux animés aussi? Ouais, les animés aussi, j'en regardais beaucoup avant, même jusqu'à maintenant un peu. Et c'est quoi, Dragon Ball Dragon Ball, Baki. Ah, Baki, dès cette époque, tu regardais? Il y a Street Fighter. Street Fighter, ouais, jeux vidéo classique, Tekken et tout. Ouais, tout ça. Franchement, je regardais un peu de tout ce qui pouvait me permettre de me motiver et puis aussi, tout de suite, j'adhérais. Dès que ça avait une idée de un peu se développer, devenir le meilleur combattant possible, voilà. Je pense qu'on a tous eu cet objectif à un moment, tu vois. Genre, on était tous matrixés par Dragon Ball ou par… Ouais. Et du coup, il y a un moment dans ta vie qui est moins joyeux. C'est quand tu as fait ton accident de bus. Je me rappelle plus exactement comment ça s'est déroulé, mais je sais que ça t'a déchiré une partie de la jambe, je crois, c'est ça? C'est ça, du haut de la cuisse jusqu'au pied, jusqu'au talon. Ouais. Et ça te dérange pas d'en parler, Non, pas du tout. Ça s'est passé? Ça s'est passé quand j'avais 10 ans. Donc c'était avant le collège du coup? Ouais, avant le collège, en sortant de primaire. Et du coup, c'était dans une colonie vacances où le bus devait nous déposer proche de chez nous. Et moi, je m'étais endormi dans le bus. Donc tout le monde est descendu et ils ont oublié de me déposer. Et ils m'ont déposé un peu plus loin. Le chauffeur, il s'en est pas rendu compte? Ouais. C'est bizarre. Donc directement, ils m'ont déposé plus loin et il y a un endroit où il n'y avait pas d'arrêt de bus, juste peut-être 50 mètres plus loin, juste le temps de voir que je ne suis pas descendu. Et c'était en plein milieu de la rue, à côté d'une barrière. Et quand le chauffeur m'a fait descendre, avant même de fermer la porte, il était pressé pour repartir et il s'est écrasé lui-même contre la barrière. Comment ça? Ça veut dire que le bus, il voulait te déposer, il a ouvert les portes. Ouais. Et il a continué à accélérer pendant que les portes étaient ouvertes. Ouais. Mais du coup, toi, t'étais où à ce moment-là? Entre le bus et la barrière.
Ah ouais, merde. Donc en fait, tu étais descendu du coup. C'est ça, j'étais descendu et au moment même où, enfin, pendant qu'il démarre, les portes se ferment en même temps et il s'écrase lui-même contre la barrière. Du coup, j'essaie d'enjamber vite parce qu'il n'y avait pas d'entrée pour aller sur le parc derrière. Et finalement, mon pied s'est pris dans le garde-boue de la roue et ça m'a retiré vers le bas, ça a arraché la chair. Ça a arraché ta chair et les tendons, les ligaments de ça a été impacté Les tendons et ligaments, non, heureusement. Ouais, heureusement, parce que je me dis la jambe, c'est... Ouais. Mais après, ça m'a fait du coup 2 mois d'hôpital avec 4 opérations. 4 opérations différentes. Sur les 2 mois ou sur... Sur les, on va dire, un mois et demi. Ouais, sur 1 mois et demi, il y a eu les opérations et ensuite il y a eu la greffe de peau. On a pris la peau de ma tête pour mettre sur la jambe. Ah, c'est ta peau directement de toi qu'on a pris? Ouais, c'est ça. Et des machines pour faire pousser la chair avant aussi. Enfin, c'était vraiment lourd. Et voilà. Toi, ça t'a impacté mentalement ou pas? Mentalement. T'es inquiété pour les sports de combat, non? Ouais, voilà, j'étais très inquiet, surtout quand la plupart des médecins disent que même des randonnées, j'aurais pas pu en refaire, courir ou quoi. Après, je me suis débrouillé comme je pouvais et j'ai eu la chance d'avoir un des docteurs qui a été amené en Martinique pour tout. Il y avait moi, il y avait une Guyanaise et plusieurs personnes qui devaient faire de lourdes opérations. Et lui, il m'a motivé, il m'a dit, contrairement à ce qu'ils disent, en vrai, tu peux quand même faire plus. Tu peux essayer de pousser plus loin, histoire de pouvoir faire ce que je veux. Et finalement, ça m'a aussi rassuré, parce que j'étais têtu, donc j'avais déjà envie d'aller plus loin. Et il m'a encouragé à marcher avant même d'avoir la greffe. Je commençais déjà à faire un peu de shadow, un petit peu. Mais la peau, elle n'a pas repoussé naturellement par elle-même? Non. T'es obligé de faire une greffe? Ouais, j'étais obligé. Profond, ouais, vraiment très profond. Ouais. Et comment tu t'es... Enfin, je veux dire, après, du coup, tu as eu cette pause de 2 mois, du coup. Ouais. Pendant 2 mois, tu étais hospitalisé? Ouais. C'est ça. Et il y a eu des complications après ou j'avais 2 à 3 ans de rééducation au Carbet qui était prescrite. Et finalement, j'ai eu besoin d'aucune rééducation, donc j'ai eu de la chance. Et derrière, ma mère était infirmière, du coup, elle a pu me soigner à la maison aussi. Sur 1 an, histoire que la greffe, elle tienne et qu'il n'y ait pas de rejet, que tout soit tout le temps propre. Je n'ai pas pu faire vraiment de sport, que ce soit à l'école ou en club, pendant 1 an au moins. Mais voilà, chez moi, je faisais comme je pouvais. Je me renforçais. Tu faisais un peu de musculation aussi à cette époque? C'est ça, ouais. Donc dès l'âge de 10-11 ans, tu faisais de la musculation ou en poids de corps, j'ai commencé dès le karaté à 6 ans. Et après, je prenais des bouteilles, des bidons. Comme tout le monde. Mais après, dès le collège, début collège, t'as commencé à... dès l'accident, j'ai rajouté du poids. Des bidons de gaz, je me suis lesté pour les tractions. Tu étais déjà motivé à cette époque, un sacré mental. Et je fais comme je pouvais. Et voilà. Après, quand j'ai commencé avec plus de charge, ça c'était au lycée. Ouais. Au lycée, il y avait plein d'options et tout. Voilà. Et du coup, j'ai regardé pas mal d'interviews et j'ai entendu comme quoi tu avais eu un gain de poids énorme. Je veux dire, tu as pris énormément de masse musculaire. Ouais. Et c'est justement lié à la musculation notamment? Ouais, c'est dès que j'ai commencé le MMA. Dès que tu as commencé le MMA, tu as pris du poids? La première année, je suis arrivé, je crois que je faisais peut-être 70 kilos max. Vraiment maximum. Et j'avais déjà commencé à bien m'entraîner avant. Et dès que je me suis inscrit au MMA et que je suis passé au lycée, parce que lorsque j'étais inscrit au club de MMA, il y avait le CrossFit aussi que j'ai fait là-bas. Ensuite, je suis passé au lycée. En plus du CrossFit et du MMA, il y a eu athlétisme et musculation, plus dans le style force haltérophilie, enfin force athlétique. Mais il n'y avait pas de lutte au lycée, du coup? La lutte, c'était au collège. Au collège. Et tu n'as pas continué après au lycée? Au lycée, il n'y avait plus l'option. C'est vrai que nous, en France, on n'a pas cette chance, mais du coup, en Martinique, c'est ça. Ils peuvent faire de la lutte. Après, c'était pas tous les collèges aussi. C'était à Belle Étoile. À Belle Étoile, j'espère que jusqu'à maintenant, il y en a encore. Dédicace à tous les gens qui nous voient de Belle Étoile, s'il y a des gens de Belle Étoile. Et je voulais te poser une question, du coup, par rapport à ça. Ah oui, l'athlétisme aussi.
as commencé l'athlétisme au lycée ou... C'est ça, ouais. D'accord, au lycée. Et au lycée, t'avais déjà au commencement, tu avais des performances aussi énormes parce que je sais je courais bien, c'est-à-dire j'avais fait toutes les compétitions de cross académique au collège, donc c'était plus dans l'endurance. Oui. Tu sais que tu fais du 400 mètres et tu es spécialisé 800 mètres aussi, non? Ouais, donc ça, le 400 et 800 mètres, je l'ai commencé au lycée. Et du coup, fallait faire un bon transfert sur la méthode de course pour passer sur de la vitesse. Et ben, vraiment, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé de faire du travail de puissance et tout. Ça a été quand même assez vite pour que je puisse avoir de bonnes performances. Mais sur le 100 mètres, j'étais à peut-être 12 secondes, 11 secondes et quelques. J'avais entendu que tu étais à peu près dans les 11 secondes. Mais c'est énorme. Toi, tu Oui. dis ça comme si tout le monde courait en 11 secondes. C'est parce que j'étais tout de suite en mode... j'essaie. C'est déjà pour le MMA de base que je l'ai fait. Parce que on parlait de Georges Saint-Pierre d'ailleurs. Ouais. Lui, il en fait beaucoup. Je sais, je vois dans ses... Et il y a ça. Et Instagram. Ben, voilà, c'est... Après, je suis quand même un compétiteur. Ouais, j'ai testé des compétitions et j'ai vu comment les gars, ils me laissaient... Ah ouais, ah oui. Aussi, ils sont grands, non? Parce qu'il faut faire des grandes foulées, tu vois. Certains étaient grands, certains moins, mais vraiment, il y avait une grosse différence. C'est un autre niveau, ouais. Ouais, c'est carrément autre chose. Dans les Antilles, il y a un très haut niveau sur le sprint. Ouais. Et dans les îles en général, même Jamaïque, etc., sont spécialisés dans ça, hein, c'est ça. Mais du coup, tu voulais pas continuer l'athlétisme et vraiment faire des sports de combat, quoi. Enfin, vraiment... Non, vraiment, les sports de combat, c'est ce que je préférais par-dessus tout. T'as jamais eu cette optique de passer à l'athlétisme, quoi? C'était vraiment que dans l'optique des sports de combat? On m'a proposé, mais je pouvais pas me dire je rate une séance de MMA. C'était impossible, vraiment impossible. Donc ouais, c'est ça. Et du coup, t'es arrivé en France, j'ai entendu en 2018. Oui, c'est ça. Mais t'as fait des passages en France en 2015. Ouais, c'est quoi? C'était pour les vacances ou... En 2015, c'est quand c'était pour les vacances. J'étais allé avec ma mère chez ma tante. D'accord, donc t'avais de la famille déjà. Voilà, et on voulait découvrir comment c'est le MMA Factory. D'accord. Et voilà, tu avais toujours cette vision du MMA Factory, et même depuis les Antilles. C'est ça. Et j'avais envie de m'inscrire et du coup ma mère m'a dit ouais, faut que tu aies ton bac avant. C'est important. Sinon, elle savait, les parents, comme ça, elle avait raison. Ouais, franchement, elle avait raison. Si elle m'avait lâché au Factory avant mon bac, je ne sais pas si j'aurais eu. Ouais. Okay. Et en plus, ton bac, il t'a permis du coup de faire un diplôme de coach après. Oui. C'était quoi? C'était en STAPS ou c'était un BPGEPS? C'était en même temps que... Enfin, c'était avec le lycée. Le lycée, tu as passé ta formation? Voilà, c'est ça. Donc pendant que tu passais le bac, tu passais déjà une formation de coach? Voilà, c'est ça. C'est rare, ça? Et c'est grâce au lycée dans lequel j'étais. Et il y avait plein de coachs qui faisaient partie des enseignants et qui pouvaient permettre, comme il y avait beaucoup de sportifs de haut niveau, je pense que c'est pour ça. C'était un sport-études ton lycée ou... Non, c'est pas... C'est juste qu'il y avait beaucoup d'athlètes du pôle et je pense que... Je pense, chaque lycée est un peu en concurrence et ils ont dû en profiter pour mettre une forme de tremplin pour eux, je pense. Ouais. Un peu comme aux États-Unis, non? C'est ça, je pense. Ouais, c'est bien. Et du coup, tu es venu en France en 2018? C'est ça, ouais. Et pourquoi du coup le MMA Factory t'a plus intéressé que les autres salles de MMA? Parce que c'était la plus réputée aussi, non? Forcément. La plus réputée, oui, ça en fait partie. Après, c'est vraiment sur la méthode, la méthodologie d'entraînement, à quel point c'était cadré, carré, précis. Et puis, j'aime pas du tout faire les choses au hasard. Et de toutes les salles que j'ai rencontrées, même quand j'étais parti en vacances à Lyon ou d'autres. Ah, donc t'en as fait, ça veut dire avant de t'installer définitivement en France en 2018? Pour des vacances, ouais. Pour des vacances, c'était dans... J'avais déjà testé d'autres salles et tout. Et vraiment, c'est celle qui tout de suite m'a fait voir ce que j'avais envie de voir et ce que j'avais besoin d'avoir dans une salle. Tout comme dans la salle que j'avais en Martinique. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a les préparateurs physiques, la nutrition, tout est pris en charge pour les compétiteurs et vraiment rien est laissé au hasard. Et c'est dans la continuité de ce que je connaissais. Et chaque fois que je vais dans une salle, j'ai envie d'avoir toujours mieux. Et je vois aussi, ils n'ont pas un style propre
À eux, ils ont une vision globale du MMA intéressante qu'ils aiment voir chez la plupart, mais derrière le style de combat n'est pas propre à eux. C'est-à-dire à chaque combattant, ils vont voir les prédispositions que le combattant a et ils vont développer ces prédispositions-là. D'accord, donc ils vont pas voir en global à peu près. C'est ça, c'est-à-dire c'est pas à toutes les morphologies qu'ils vont dire faut que tu restes sur place, sois ancré au sol. Ils vont laisser la personne aller dans ce qui lui va naturellement et ensuite perfectionner son style. Donc quand tu dis ça, tu parles du MMA Factory du coup? Ouais, c'est ça. D'accord. Et c'est bien. Et est-ce que tu te rappelles de ta... Non, avant de te poser cette question, je voudrais savoir, parce que tu m'as dit que tu t'entraînais au MMA aussi en Martinique. Ouais. Et quelle est la différence majeure entre le MMA Factory et ta salle de MMA en Martinique? La salle de MMA en Martinique, elle est quasiment pareille, voire aussi bien que le MMA Factory en amateur. Après, voilà, sur le côté pro, c'est eux-mêmes qui m'ont dit voilà, c'est sûr que si tu as envie d'aller vraiment loin, vu mon jeune âge, j'avais 18 ans, ils m'ont préparé pour arriver au Factory et directement aller sur la partie pro du Factory. Donc on m'a testé, on m'a fait travailler avec les amateurs et voilà, pour que j'aille plus loin. Donc c'est juste ça la différence, c'est le côté professionnel. Après, t'as pas eu l'occasion aussi de tester le... Il n'y a pas de côté professionnel du coup en Martinique en MMA non. Dans la salle où tu étais? Non, il y a un athlète qui est passé pro, ou deux. Mais ils s'entraînent toujours avec les amateurs, du coup il n'y a pas cette distinction. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas assez de monde qui se lance vraiment dans les MMA pour que vraiment on ait une masse d'athlètes de haut niveau qui s'entraînent ensemble pour se faire monter. C'est ça la différence. Au Factory, toutes catégories confondues, ce qui est bien, c'est qu'il y a les poids lourds où en général il n'y en a pas tellement dans les clubs. Et là, c'est souvent ce qu'on recherche, les gens qui viennent au Factory, même de l'étranger. Déjà, venir de l'étranger, voilà, ça apporte du niveau. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étrangers aussi, ça ne parle pas forcément français toujours. C'est ça, voilà. Il y a des gens qui viennent du Daghestan. Du Daghestan, du Brésil, d'Afrique, même d'Asie, il y en a eu. Voilà, vraiment de partout et c'est ce qui est bien, c'est que ça apporte du haut niveau à un même endroit, mais du haut niveau qui ont eu des expériences différentes. Donc c'est ça le plus qu'il y a ici. Ouais, c'est plus intéressant de s'entraîner avec différentes personnes. Et du coup, j'avais une question par rapport à ta carrière pro du coup, parce que tu m'as dit que tu as commencé à t'entraîner au MMA Factory en tant qu'amateur. Et est-ce que tu te souviens de ta première venue au MMA Factory? Comment ça s'est Ma première venue, donc c'était en 2018, donc c'était galère pour le logement. Fallait que j'avais quasiment rien. Et tu dormais pas chez ta tante? Ouais, je dormais chez ma tante et fallait que rapidement j'arrive à trouver un appart, mais j'avais pas d'entrée d'argent. Je commençais à faire quelques petits coachings, mais c'est très dur le début, surtout quand on n'est pas dans une franchise ou autre. Donc fallait que je me dépêche. Comment tu as fait du coup pour pouvoir te loger? J'ai fait comme je pouvais, je suis resté chez ma tante plus longtemps que prévu. Et je m'entraînais matin, soir. J'ai pu m'inscrire à Fitness Park. Donc j'ai tenté le tout pour vraiment avoir le maximum de qualité physique. Mais tu travaillais à côté ou? Non, pas de vraiment que du coaching comme ça. Okay. Ouais, et coaching en ce temps-là sauvage, tu vois. Donc c'était vraiment à l'arrache un peu. Mais bien sûr j'avais le diplôme et tout, mais je ne déclarais pas. Et donc je me débrouillais comme je pouvais. Et après, on m'a fait passer avec les pros 3 semaines après par rapport au niveau que j'avais. Mais je sais que les entraînements de MMA, c'est très cher pour... C'est ça. Au début, c'est ma mère qui m'envoyait l'argent pour ma tante, déjà, parce que c'est ma tante qui me nourrissait. Qui m'hébergeait. Pour payer le Factory, elle envoyait l'argent. Mais elle était à la retraite déjà. Enfin, elle allait être à la retraite et l'année d'après, elle est à la retraite. C'est ça. Donc c'était déjà très compliqué, j'essayais de l'aider comme je pouvais. Mais voilà, c'était négligeable à côté de ce qu'elle faisait et voilà, je me dépêchais comme je pouvais. Donc ça faisait une pression en plus, mais je ne pouvais pas être plus motivé. Mais oui, voilà, forcément. Tu disais que tu devais leur montrer que c'est ça. Tu vas réussir.
Parce que ouais, ils ont dépensé, enfin, je veux dire. Et en plus, voilà, je ne l'ai pas dit, mais ma mère, elle était seule. Parce que mon père, il est décédé juste avant que j'arrive en France, il me semble. Ouais, c'est ça. désolé de l'apprendre. Du coup, il n'y avait que ma mère à la retraite pour donner l'argent. Donc voilà, il n'y avait que elle et c'était assez dur en ce moment-là. Ouais. Et du coup, quand tu es passé pro MMA Factory, tu avais encore ces problèmes d'argent ou le MMA Factory du coup te permettait de t'entraîner gratuitement Donc là, le MMA Factory, ils m'ont aidé à pouvoir payer un peu moins. Ensuite, pas du tout à partir du moment où j'ai donné les cours ici, de manière vraiment fixe. Donc voilà, c'est donnant-donnant. Je coach et en même temps, voilà. D'accord, je vois. Et pour revenir un peu à ta carrière en MMA, donc tu as commencé par le pancrace, parce que le MMA n'était pas autorisé jusqu'à 2020, je crois, fin 2020. C'est ça. Et comment ça s'est passé, du coup, ta carrière en pancrace? Tu as commencé en Martinique? Oui, j'ai commencé en Martinique, j'avais fait juste un championnat de France en Martinique de pancrace. Donc ma première compète où j'ai perdu. Ah, t'as perdu Donc je me suis mis beaucoup de pression et j'ai pas eu. Je voulais trop bien faire dans le combat et du coup c'était à la limite du ridicule. Ah ouais? Quand on veut trop bien faire, en fait on se bloque, l'autre agit pendant que nous on réfléchit. Et tu réfléchissais quoi? À l'emmener au sol? T'as des souvenirs de ton premier coup? En fait c'était avec Thomas Glo en plus. Thomas Glo qui est maintenant. Donc on s'est revu comme par hasard aux sélections de l'équipe de France de MMA. D'accord. Et on est parti au championnat du monde ensemble en plus. Ah ouais, coïncidence. Donc ennemi qui devient c'est ça. ami par la suite. Et du coup, voilà, il y a plusieurs années qui ont séparé ces deux parties-là, mais voilà, en gros, il m'a dominé sur la lutte. Et voilà, il m'a amené et c'était bon. Il n'y a pas des images de ce combat sur c'était passé dans le journal de Martinique. Après, j'ai pas les images. Mais en tout cas, toute la Martinique l'a vu. Ils s'en souviennent, je pense. Ouais. Et du coup, quand tu es arrivé en France, tu as continué le pancrace, j'imagine? Oui, et j'ai continué le pancrace en France. Voilà, une fois qu'il y a eu la défaite, après, il n'y avait plus d'appréhension et je faisais ce que je savais faire. C'est ta seule défaite aujourd'hui ou non? Tu as perdu en amateur, en comptant pancrace et MMA, j'ai eu 6 défaites. D'accord. Pour combien de victoires? Pour 26 victoires en amateur. Ça va, c'est pas mal quand même comme bilan. Ouais, et c'est bien parce que je suis tombé contre des gars qui vraiment pouvaient m'apporter beaucoup plus à chaque fois. Donc c'est bien d'avoir eu ces défaites-là en amateur pour ne pas les avoir en pro. Si en pro en plus, c'est pas affiché, tu vois. C'est ça. Défaites en amateur. Voilà. Et donc 26-6, c'est pas mal. T'as appris, je veux dire, tu ne le voyais pas comme une défaite, j'imagine. Tu voyais comme oui, voilà, un apprentissage, quoi. Voilà, je le voyais pas trop comme une défaite. En plus, j'ai un vieux truc, c'est que à chaque fois que j'ai une compétition, même jusqu'à maintenant, même pour Karim, c'était pareil. À chaque fois que j'ai une compétition, je suis malade avant. Je sais pas pourquoi. Je suis malade, j'attrape une grippe. Ah ouais? Une grippe, souvent la grippe. C'est-à-dire que t'es jamais à 100%. Ouais, c'est rare que j'ai été à 100% lors d'un combat. Même pour les championnats du monde, j'étais parti avec le ligament externe, partiellement sectionné. Juste à l'entraînement, en lutte, clac, ça a craqué. Et t'as combattu du coup? Ouais, j'ai combattu quand même. Du coup, j'ai eu la médaille de bronze, mais. C'était à ce moment-là? Ouais. Et à chaque fois, il y a quelque chose, mais la plupart du temps, c'est juste que j'attrape froid. Je suis hyper frileux et j'attrape la prochaine fois, couvre-toi. Ouais, tout le temps. Et maintenant, c'est ce que je fais. Que ce soit l'été ou quoi, j'ai toujours, dès que je combat, je me mets un pull. Ou j'en sais rien. Je pense que ça doit être peut-être le régime un peu. Moi, je suis quelqu'un qui mange beaucoup de calories. Qui donne beaucoup de calories. À ton physique, du coup. Et dès que je fais un petit régime, je pense que ça doit se refléter sur le système immunitaire, mais plus que la norme. Genre, vraiment, c'est bizarre. Dès que je me prive un peu, c'est bon, je tombe malade. Et j'avais une question, du coup, par rapport au MMA Factory. Qu'est-ce qui t'a apporté de différent par rapport à tes entraînements en Martinique? J'imagine qu'il y a eu des choses en plus que tu as pu voir, que tu as pu travailler aussi? En fait, c'est au niveau de la formation, j'ai toujours été quelqu'un qui cherche à me former. Avant même d'entrer dans le club de MMA en Martinique, je me formais beaucoup. Une fois que je suis entré là-bas, les coachs, ils voyaient que ça me plaisait beaucoup.
Ils m'ont aidé à... Enfin, en plus, j'avais ma formation à côté. Donc, ils m'aidaient pour la formation, mais en plus pour juste mes connaissances sur la nutrition et tout. Et là, ce que ça a rajouté, c'est que ce que je savais, que j'appliquais pas encore, quand je suis arrivé au Factory, là, je me suis mis à plus l'appliquer encore. Donc, parce que j'étais tout le temps en surentraînement en fait. Tout le temps en surentraînement depuis très jeune. C'est ça que tu aimes en fait dans le MMA aussi? C'est ça que j'aime, mais maintenant, après avoir eu combien de blessures et tout, je vois que c'est le détail qui change les choses. En fait, j'avais un manque de confiance en tout le savoir qu'on en a acquis sur la préparation de manière générale, donc physique, nutrition et tout. Et j'avais toujours envie de faire plus. Et tout en sachant que, par exemple, quand je coachais, parce que je coachais déjà quand je suis arrivé en France, je disais aux autres de ne pas le faire. Mais moi-même, je le faisais. Je sais qu'il y a beaucoup de coachs qui ont fait la même chose aussi. Ouais, c'est vrai. Mais même des coachs qui sont, je veux dire, qui donnent de meilleurs conseils que certains, mais physiquement, tu ne le vois pas en fait. C'est ça, exactement. Alors qu'il y a d'autres coachs qui physiquement sont bien, mais qui vont te dire des conseils pas ouf, quoi. C'est ça. Et quand je suis arrivé au Factory, en fait, j'avais tellement tout sur place, et encore plus maintenant avec la salle Venom. Au début, j'étais mon propre préparateur physique, et ensuite, on m'a donné un préparateur physique avec qui j'échange et avec qui je peux débattre en gros de différentes choses. Après, on a toujours été d'accord quasiment sur tout. Et c'est bien, mais c'est ça c'est le plus en fait. Je pense que le fait d'avoir cette telle proximité avec ceux qui nous encadrent, ça permet de rassurer et se dire ok, je vous fais confiance, vous me dites ce que je fais, je le fais et puis c'est bon. C'est vrai. Et j'avais une question aussi parce que du coup tu es passé en pancrace, tu m'as dit, c'était que en amateur du coup? En pancrace c'était que en amateur, ouais. Mais tu peux passer en professionnel du coup en pancrace? Oui, en pancrace. En France, je ne sais pas s'il y a déjà eu des vrais combats professionnels, c'est-à-dire ça compte sur le palmarès pro. Après, en dehors du 100% fight. Ouais. C'est vrai que le 100% fight, c'est autre chose. Voilà, ouais. Mais sinon, c'était c'était promotionnel. C'est compté sur le palmarès pro, mais on ne gagne pas d'argent. Et du coup, j'ai utilisé le pancrace. Vous ne gagnez pas d'argent, c'est juste pour le palmarès? C'est que pour le palmarès. Même quand tu es arrivé 3e au championnat? Au championnat du monde, même à l'international. Là, c'était en MMA en plus. Mais il n'y avait que le premier et le deuxième, je crois, qui ont eu une forme de récompense. Il y avait de l'argent, plus une montre pour le premier, une montre pour le deuxième, il me semble. Une Rolex, il me semble. Mais pas grande Rolex non plus. Mais voilà, et moi j'avais rien. C'est juste pour dire, j'ai été 3e. T'as été 3e, mais c'est déjà bien. Hein. Ouais, c'est bien. Et ta transition en MMA, comment elle se passe? Parce que c'est vrai qu'au pancrace, il n'y a pas de frappe au sol. Au pancrace, excusez-moi. C'est la même chose que le MMA globalement, mais c'est juste qu'il n'y a pas cet aspect de frappe au sol, ce qui fait grosse différence. Et du coup, comment se passe cette transition? Quand tu arrives au sol, par exemple en MMA, est-ce que tu as ce réflexe de frapper ou tu continues à travailler la personne au sol en JJB Dans la plupart de mes combats, on pourrait avoir l'impression que j'ai du mal à frapper au sol. Ouais, c'est ce que je me disais. Mais en fait, c'est pas lié au pancrace parce que j'ai toujours travaillé en MMA. En Martinique, c'était une question de semaine pour la prépa pour mon combat en pancrace ou même ici, quand je combattais en pancrace. Je faisais toujours mes entraînements de MMA et c'est juste 2 semaines avant, on focalise un peu sur le côté vraiment contrôle et tout, sans les frappes. Mais on va dire, j'ai toujours travaillé en MMA, il n'y a pas de blocage en fait. T'as pas de blocage à frapper quelqu'un? Ça dépend de comment la personne a été amenée au sol et tout. Et c'est pour ça que, par exemple pour Karim, je ne me lançais pas direct en mode ground and pound. J'essaie de le fatiguer, contrôler, être sûr de ma position. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas habitué au MMA lui. Ouais. C'était son premier combat Karim, non? Non, c'était son... Il avait quand même au moins 4 combats. Ah ouais, MMA. Avant d'arriver à l'ARES du coup? Ouais. Je crois. Ou 3. D'accord, ça marche. Okay. Ensuite, tu as combattu à l'UMC ou tu as fait des combats avant? Enfin, je veux dire, ta carrière pro, elle a commencé directement à l'UMC? Oui, c'est ça. En Allemagne? Ça a commencé en Allemagne, à l'UMC. Comment ça s'est passé? Tu n'avais pas de stress à te dire que c'est un combat pro du coup? Un peu de stress. Stress, une pression.
mais pas trop de Pas négativité. d'appréhension. Ouais, voilà, franchement, j'étais hyper Aller au content. feeling, ouais. Ouais, parce que la sensation des gants en amateur qui sont un petit peu plus rembourrés qu'en pro, C'est vrai. enfin, j'avais hâte de m'en débarrasser depuis longtemps et Ah, avant je même voulais- le Covid. toi, même s'il faut frapper sans gants, je suis... Ça va. Ça va. Ça, tu vas bien? Lui, c'est le futur, lui. Le futur, oubliez Ouais. pas. C'est quoi son nom du coup? Là, c'est Thiago. Thiago, le futur du MMA. Il a... Thiago, tu as combien de médailles d'or en pancrace, toi? Ah, des 10 ou des dizaines? 10 médailles en pancrace. Ah, c'est le futur Ouais. du MMA. Je suis sûr, Ah, là, moi, c'est même moi, il le me futur. soulève alors que. Ouais. Voilà, du coup, ton combat à l'EMC, t'as pas eu d'appréhension Non, j'ai pas eu d'appréhension. J'avais beaucoup travaillé avec de très bons lutteurs comme Vlad et tous les Dagestanais d'ici. Donc il y avait aussi Nassour, il y avait Tourpal Younoussov, son frère Abou Younoussov. T'as travaillé, t'avais déjà Ouais, travaillé. j'ai mangé t'étais tellement de allé- luttes. Ouais. Après, je suis arrivé, j'étais assez serein et je me suis vraiment amusé. Ça fait vraiment une grande différence en vrai parce que j'avais pas. Enfin, j'ai toujours eu du punch, mais les mitaines en MMA amateur, ça amortit plus en vrai que les gants de boxe anglaise. C'est comme les gens qui passent de la boxe anglaise au MMA. Je sais que Cédric Doumbé, du coup, Y'a personne qui peut me tester, poteau. The third time in his second reign as a champion. vu que lui, il était champion du monde de kickboxing, quand il est passé au MMA, il a dit que je crois qu'il s'était cassé la main, quelque chose comme ça, ou que. C'est ça. Mais c'est pas la même frappe. Quoi, tu doses ta frappe, du coup, ou quand t'es passé en pro, tu dosais plus ta frappe dans. Moi, pas c'était te casser moins. la main non. ou te faire quelque chose. Non, Parce qu'en vrai, enfin, je sais pas si, peut-être, je faisais beaucoup de renforcement en vrai. Maintenant que je fais moins, parce que voilà, on va parler d'études et tout, on va dire ça ne confirme pas que forcément ça renforce. Mais depuis très jeune, j'ai fait beaucoup de travail à main nue avec le Kyoku. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu une ossature assez solide. Et en vrai, les gants, ça a été un plus. C'est pour ça que j'en ai été vraiment content. C'est dès que je suis passé au gant pro, je me suis dit, ah, enfin, quand je vais frapper, je n'ai pas besoin de me dire est-ce que ça a fait mal. Je suis sûr que ça a fait mal. Et à part si le mec il est dopé ou j'en sais rien, Ouais. il ressent pas pareil c'est la vrai. douleur pareil. C'est Mais, vrai. Et voilà, c'était un lutteur et à chaque frappe, je sentais que vraiment, même sur un jab, Ouais, il pouvait être ouais. étourdi. Et ça m'a vraiment permis d'être hyper relâché dans ce combat-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Même en parlant de jab, je sais que tu vois, Georges Saint-Pierre, il en envoyait beaucoup. Et c'est Ouais. même un jab, tu vois, ça peut faire mal en MMA. Tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est ce qui est beau. Ouais. Et du coup, pourquoi cette décision, parce qu'après tu as combattu à l'ARES, pourquoi cette décision de partir à l'ARES et de ne pas continuer à l'EMC? Il y a eu plein d'arguments donc. Il y a le prestige, Ouais, c'est-à-dire c'est vrai que Ares. c'est moins. Ouais. L'EMC, c'est moins. Le MC, c'est pas sur l'UFC Fight Pass. Ouais, c'est vrai que ça, t'as moins de visibilité du coup. Ouais. Le MC, il n'y a pas de contrôle antidopage. Ah ouais, Ouais. Ça, je ne savais pas. Tu vois. Et les gars, ils n'étaient pas comme moi, c'était carrément un autre monde. Donc si je devais y rester et qu'il n'y avait vraiment pas d'autre option, je Ouais, l'aurais j'avoue, fait. C'est Mais spécial. voilà, Mm. tu vas perdre contre un gars qui, quand il va passer à l'UFC, il va perdre parce qu'il a plus les projets. C'est voilà, Ouais. donc Bah, il y a le plus beaucoup, il y a eu possible beaucoup que de je cas à peux l'UFC partir. comme ça, hein, des mecs qui, même tu vois, au moment où il y a eu l'USADA qui est rentré avec l'UFC, il y a beaucoup de stars qui ont été contrôlés positifs. Tu vois, même Georges Saint-Pierre, je sais que notamment il était contre ça. Pour ça, je crois qu'il avait pris une pré-retraite. C'est ça. Mais c'est que ouais, les produits dopants dans la MMA, c'est pas des lol quoi. Faut faire gaffe. Ouais. Et en plus de ça, il y a le côté financier. À l'EMC, j'étais pas payé à ma juste valeur. C'est-à-dire que j'ai gagné très peu. Parce que voilà, sur le contrat, je peux pas parler des Oui, y a tarifs, pas de mais j'ai gagné vraiment très peu. C'était négligeable. De quoi faire des courses juste une fois. Et voilà, dès que je suis passé à Arès, on m'a payé à ma juste valeur avec l'expérience que j'avais en amateur et tout ce que j'ai pu montrer. Voilà, ça a fait la différence. Voilà.
Et du coup, premier combat à l'ARES, Karim Gadji. Ouais. Directement, il te lance dans le grand bain parce que Karim Gadji, il faut savoir que c'est un ancien champion du monde de kickboxing. C'est pas n'importe qui, je crois. Il a plus de 150 combats, je crois, en kickboxing. Ouais, plus de 150, 14 fois champion du monde en plus. Ouais, 14 fois champion du monde, pas qu'une seule fois. Et t'avais pas d'appréhension quand t'allais l'affronter? Parce qu'en soi, c'est pas son domaine, tu vois. Donc, Ouais. En fait, les coachs ils m'ont bien rassuré sur le game plan. J'ai travaillé aussi avec beaucoup de gros strikers. Et c'est vrai que l'expérience que j'avais en kickboxing, quand j'ai pu faire les compètes d'ailleurs, les compètes en kickboxing, je les ai faites en même temps que lorsque j'étais dans mon club de MMA en Martinique. Du coup, j'avais commencé un peu avant. Et les compétitions, je les ai faites. J'avais fait même le championnat de Martinique. tu l'as remporté? Que j'ai pas remporté. Donc j'ai gagné différents, perdu aussi. Plus de victoires quand même. Mais contre des gars vraiment bons qui ont fait de très bons titres. Il y avait Manuel, je sais pas c'est quoi son nom de famille, c'est dommage. Mais voilà, c'est un Martiniquais. On mettra l'image. Ouais, il a vraiment, il a raflé beaucoup de titres de champion de France. Et il y a aussi un autre de sa salle qui a été une fois champion d'Europe. Et du coup, on a fait quand même des. Ouais, voilà, des gros noms j'ai perdu contre les deux et ça m'a vraiment forgé parce que je me suis fait vraiment latter. Vraiment. Et T'as pris des KO ou... non, pas de KO. Jamais pris de KO. Ouais, j'ai jamais pris de KO. Mais vraiment, j'ai été hyper secoué. Surtout le dernier combat, le championnat de Martinique contre le champion d'Europe là. Et c'était quoi? C'était un combat qui s'est déroulé au sol ou c'était que du... Ah non, c'était que en kickboxing. Ouais, kickboxing. Et du coup, ça m'a rassuré parce que si je peux rester debout et voilà, l'autre il gagne à la décision, bah du coup, MMA, il y aura pas ce problème après là, en MMA, voilà. Je me suis dit, bon, c'est quand même Karim Gadji, mais on a bien préparé les choses. Le niveau Factory, mon niveau, il a encore progressé. Et voilà, c'est pour ça que j'étais assez tranquille. Du coup, il y avait directement ce game plan de l'emmener au sol. Parce que je crois que t'as failli casser la cage ou je sais pas. Ouais, ça a vraiment cassé. Il y en a qui disaient qu'il avait cassé la cage parce qu'il a fait énormément de takedowns durant le combat. Mais du coup, il y avait cet aspect de vouloir tout le temps mettre des takedowns ou tu voulais quand même le garder au sol? Ouais, l'objectif c'était d'être soit très loin, soit très proche. Et du coup, je savais qu'en striking, j'allais être meilleur que lui à distance de karaté. Ouais. Et c'est vrai que toi, voilà. tu montres pas, mais je veux dire, il y a des entraînements où il fait des 360, il fait des spinning kicks et tout, etc. C'est ça. Et du coup, dans le combat, le game plan, en gros, c'était ça, c'est essayer de chasser à chaque fois à très longue distance et jamais être en échange à distance d'anglaise et sinon avoir le timing pour rentrer, que ce soit sur le haut du corps ou le bas du corps. Et voilà, ça s'est appliqué. Ouais. Et j'ai entendu dire comme quoi, à la fin de l'été prochain, tu prépares un voyage aux États-Unis, du coup, pour aller dans les salles les salles réputées de MMA. Où comptes-tu aller si c'est pas trop indiscret? Là, finalement, je devais partir un mois. Ouais. Et pour le combat en septembre, finalement, je vais partir qu'une semaine à New York. D'accord. Et une semaine à New York en pleine prépa où je vais essayer de me rapprocher des différentes salles assez connues là-bas. Il y a quoi comme salle à New York? Il y a déjà comme projet d'aller dans la salle de celui qui a la ceinture en 61 kg. Volkanovski? Non, 61, je crois. C'est... En 61 61, enfin la catégorie de Petrian. Il a battu Petrian. Sterling. Sterling, ouais. Donc Sterling, et voilà. Donc on va déjà aller dans cette salle-là et voir celle qu'il y a autour, en espérant que ça me fasse pendant la semaine. Il n'y a pas de raison, de toute façon, ça te fera progresser, c'est sûr. Ouais. Et tu parles un peu anglais ou ça va, tu te débrouilles? Un petit peu, pas énormément, mais je me débrouille. Avec les voyages, c'est ce qui était bien, c'est avec les différents voyages que j'ai fait, ça m'a forcé à employer et ça m'a aidé à progresser un peu. Tu as déjà voyagé où? Il y a eu l'Ukraine, l'Angleterre. Pour le combat ou... Que pour le combat. Ouais. Et l'Ukraine, l'Angleterre, il y a eu du coup le Bahreïn et l'Allemagne. Ouais, l'Allemagne, oui. La Russie? Non, pas la Russie.
crois que du coup, voilà, c'est l'Allemagne. C'est déjà Et bien. il y a une autre vie que j'oublie. Ah, c'est pas Ouais, grave. voilà. D'accord. Et du coup, toi, parce que enfin, j'avais entendu dire comme quoi, je pense que tu es tombé sur la vidéo, mais Khabib qui invite Cyril au Daghestan. Est-ce que toi, tu serais partant pour aller au Daghestan par la suite? Je sais que pour l'instant, tu prépares un combat, donc tu n'es pas dans cette optique, mais je veux dire, aller au Daghestan pour faire un stage de lutte avec toute la team, je sais pas, Nassourdine, Cyril. C'est sûr, ouais, vraiment, moi, ça m'intéresserait. Si on part en groupe avec le Ouais, club. c'est ce qui est. De toute façon, vraiment, Cyril, il avait dit, parce que j'ai vu sa réponse, tu vois, il a dit que il partira en groupe, donc forcément, je pense que tu feras partie. Vraiment, ce serait trop. Ce serait top, ouais. ouais, ce serait top. Voilà, et du coup, tu as une chaîne YouTube aussi, Oui, donc c'est Jordan Zebo. Jordan Zebo, comme son nom. Et quels sont tes projets par rapport à YouTube? Tu t'es lancé juste dans le but de montrer tes entraînements ou tu as un objectif? Donc pour ce qui est des entraînements, j'aime bien montrer plus des extraits un peu sur Instagram, TikTok et tout. Et sur YouTube, j'aimerais que ce soit un petit peu les prépas quand j'entre en phase de prépa pour les combats. Un peu comme Morgan Charrière, non? Comme lui, il montre. Un peu. Faudrait que j'ai plus le temps de Ouais, faire bah oui, les mais montages et tout. c'est du temps aussi. Mais voilà, ce qu'on a fait pour le moment, c'est une vidéo vraiment de prépa sur N'hésitez tout. pas à aller, Voilà. allez voir. Et puis ensuite, c'est plus, je pense, m'entendre parler. Lorsque je fais des FAQ, j'essaie de Oui, garder j'ai les vu, questions. justement, je l'ai vu, Voilà. ta FAQ. Ouais. Ouais, j'essaie de faire un petit peu ça. Essayer de Pour me être à voir l'aise en peut-être mode, devant la caméra aussi. Ouais, voilà. Parce que je sais pas, quand nous on est un petit média, mais quand tu vas faire des grandes interviews, je sais pas si l'UFC un jour il t'interview, voilà, c'est pour t'habituer du coup à la caméra. Voilà, ça m'aide énormément parce que j'ai commencé vraiment. Même moi, j'étais très timide. Faut savoir que moi j'ai fait je sais pas combien de prises avant de commencer l'interview pour introduire Jordan. Mais c'est vrai que c'est pas facile de parler à la caméra pour ceux qui se disent que c'est facile. C'est vrai. Voilà, et tu te rappelles au début de la vidéo, je te parlais de ton rêve, si tu avais un métier dont tu rêvais plus tard, etc. Est-ce que pour toi, il s'est réalisé ou pas? Est-ce que le rêve que tu avais quand tu étais petit s'est réalisé? Il s'est partiellement réalisé parce que déjà, le premier rêve, c'était de pouvoir en vivre. Là, je commence un peu à en vivre. Et après, il y a le vrai objectif qui est vraiment d'être au plus haut niveau, d'être le meilleur dans la catégorie et si possible dans au moins 2 catégories, ce serait bien. T'es en moins de 77 en Ouais, plus. je suis en moins de 77 il y a de l'adversité. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup d'adversité. Donc je serais déjà hyper content si j'arrive à avoir la ceinture en 77 parce On te le souhaite en tout cas. il y a des monstres. Ouais. Et, Ceinture de l'Ares, tu parles? Ou la ceinture d'abord de Ares l'UFC? Ouais. et ensuite UFC. Là, le prochain combat qui aura lieu à l'Ares 8, du coup, ce sera pas pour le titre, ce sera un combat. Oui, là, comme ce ne ça. sera pas un combat pour le titre, je vais affronter un adversaire dont je ne peux pas encore dire le nom. Je Mais sais pas voilà. si ça a été affiché. Il n'y a pas eu l'affiche de l'Ares qui est tombée? Oui, il y a eu l'affiche, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, celui qui est de l'autre côté, c'est pas lui que je vais affronter. Ah, d'accord. En tout cas, normalement, c'est pas lui. Après, ça peut changer. Ça a déjà changé 4 fois. C'est ce que je me disais parce qu'à chaque fois, même à l'Ares 7, il y a eu plein de noms qui ont été annulés. Et du coup, c'est pas très problématique pour toi parce que tu te prépares quand même à affronter quelqu'un. Imaginons que, je sais pas, l'adversaire il est spécialisé en grappling ou jiu-jitsu et que finalement tu tombes contre un kickboxer. Non, en vrai, à partir du moment où, Lopez il le dit souvent, à partir du moment où on passe pro, déjà, T'as plus cette problématique. voilà, c'est essentiel de prêt pour un peu tout le monde. Après, bien sûr, une prépa, c'est sûr, ça te rapproche d'un meilleur résultat. Mais ça arrive tellement dans les MMA par rapport à d'autres sports que ça change. C'est pas que Ares, c'est Même il y a des mecs qui prennent en short notice et qui c'est finalement ça, gagnent le c'est combat. quasiment que des short notice. Quasiment que ça. Et du coup, voilà, moi je sais que ça me dérange pas. Je suis prêt. Et puis après, à Ares, dès que je suis allé, c'est pour la ceinture. Et je sais très bien qui est-ce qu'il y a au bout. On sait pas si ça va changer, mais que ça change ou pas, bon, on se prépare pour lui. Donc, Toi, voilà. tu comptes continuer à l'Ares une fois que tu auras la ceinture ou directement partir à l'UFC si tu as l'occasion de partir? Je veux dire, ta première occasion, tu vas partir ou... Là, je sais que je suis jeune.
Ouais, c'est ça que je me dis aussi. Donc, que 21 bon, je suis pressé. Je suis quelqu'un Comme de tout le très monde, ouais. pressé. Ce serait la rêve de tout le monde. Il ne faut pas se précipiter, parce qu'il y en a qui ont fait des débuts ratés à l'UFC. Donc, ouais, faut être prêt, comme tu as dit. Donc, une fois que j'y vais, il faut que j'y reste. Et du coup, rester à Arès en année, ça me dérangerait partiellement, mais pas trop. Parce que je sais que vraiment, je suis en très bonne entente avec eux. Il y a des gars de vraiment très bon niveau. C'est-à-dire que Il y avait Renan Barao qui était justement qui était censé combattre à l'Arès 7, ancien pound for pound de l'UFC, donc le meilleur de toute catégorie, qui était censé combattre. Du coup, il y a quand même des gros noms qui viennent à l'Arès. Voilà. Donc, je sais que je serai prêt. Si je sais rester longtemps à Arès, ça veut dire que je peux être à l'UFC, ça c'est sûr. Après, je travaille encore pour aller plus loin. En tout cas, on te le souhaite, Jordan. En tout cas, c'était tout pour nous. On n'a plus de questions à te poser. J'espère que vous avez apprécié cette interview. Comme j'ai dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, à liker la vidéo et également vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et aurais-tu un dernier mot pour la fin? Merci à vous. Hein. C'est top d'avoir toujours de plus en plus de médias qui s'intéressent au MMA et qui font découvrir le MMA. C'est important parce que moi c'est ma passion, tu sais, moi j'ai découvert le MMA avec UFC 2009, donc sur PlayStation 3, tu vois, avec Brock Lesnar, Frank Mir, etc. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est lancé aussi pour raconter le parcours de différents combattants, que ce soit toi, que ce soit Damien, que ce soit Nassourdine, voilà. D'accord. En tout cas, merci à toi Jordan. Merci à vous. Et on te souhaite bonne chance pour ton combat à l'Arès 8. Et nous on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, peace.